why you came to him and why you came to that subject matter initially. Quand ce journaliste demande à Christopher Nolan pourquoi il a choisi de faire un film sur Oppenheimer, ce qu'il répond est assez étonnant, puisque parmi toutes les histoires folles du projet secret où on fabriquait la bombe atomique, il dit que ce qui l'a le plus fasciné et poussé à en faire un film, c'est le simple fait qu'à un certain stade du projet, on a été amené à se poser une question complètement folle. Est-ce qu'en faisant exploser la bombe atomique, on ne risque pas d'embraser l'atmosphère, causant ainsi la fin de notre monde ? Parce que oui, cette question centrale dans le film, on se l'est bien posée en réalité, et c'était un sujet si sérieux qu'elle a même été répondue par un véritable papier scientifique à l'époque. Ce papier, déclassifié aujourd'hui, on va donc le décrypter, parce que c'est fascinant, c'est la science de l'apocalypse, celle qui, comme on va le voir, va nous mener vers la bombe H. Mais malgré tout, bien que la science nous donnera des réponses, on va comprendre que ce qui avait fasciné Nolan dans cette question d'embrasement de l'atmosphère, c'était peut-être ailleurs. Oui, le véritable message à comprendre derrière cette idée semble en réalité beaucoup plus subtil. Donc bienvenue dans cette vidéo où on se penche en profondeur sur la question que l'humanité n'aurait jamais dû avoir à se poser. Ce personnage qu'on voit souvent dans le film, retenez bien son visage, c'est Edward Teller et il aura un rôle très important dans la suite, parce que si dans notre histoire il devait y avoir un antagoniste, ce serait probablement lui. Il y a qu'à voir ce qui ressort directement quand on lit sa biographie. Mais pour l'instant, rien à signaler. Pour l'instant, Teller, c'est un physicien né à Budapest qui a étudié la physique en Europe et qui, au moment où la guerre commence, est professeur de physique aux États-Unis. Donc un parcours similaire à Oppenheimer, qui l'amène logiquement à lui aussi être recruté à Los Alamos pour le projet Manhattan. Un projet au cours duquel Teller va effectivement se questionner sur une hypothèse troublante. Edward, can I please... More important. When I calculated the chain reaction, I found a rather troubling possibility. Oui, à Los Alamos, il y a bien un moment où on s'est demandé si l'explosion de la bombe atomique ne pourrait pas conduire l'atmosphère à s'embraser totalement. De manière très extrapolée, ce qu'on craignait en fait, c'est qu'en faisant exploser la bombe, l'énergie libérée localement sera tellement colossale qu'elle pourrait conduire les atomes présents dans l'air à fusionner. Or, la fusion de deux atomes, c'est pas insignifiant, c'est une réaction qui produit beaucoup d'énergie. Donc notre crainte, c'est que l'énergie de notre bombe fasse fusionner un premier groupe d'atomes, ce qui libérera plus d'énergie pouvant se diffuser pour faire fusionner un autre groupe d'atomes, et ce indéfiniment jusqu'à la fusion totale de l'atmosphère dans la plus grande catastrophe que l'humanité ait connue. Pour mieux comprendre ce qui se passe, on peut regarder plus précisément les notes de Teller dans le film. Si on s'y arrête, on voit bien que ce sur quoi il s'interroge, c'est visiblement les noyaux d'azote, notés N pour nitrogen. Et là, rien de surprenant, les noyaux d'azote sont bien l'un des principaux composants de l'atmosphère. Mais le truc, c'est qu'à l'état naturel, ils n'ont aucune raison de fusionner. En effet, les noyaux atomiques étant chargés positivement, ils vont naturellement se repousser très fortement, séparés par une barrière électromagnétique telle que rien ne peut les forcer à rentrer en collision. Le problème, c'est que cet état naturel de l'atmosphère, on va fortement le perturber avec notre bombe. Oui, après l'explosion, la pression et la température vont augmenter considérablement, à tel point que localement, l'air se transformera en plasma. Les atomes seront alors ionisés, les noyaux et les électrons se baladeront librement, et dans cette situation, l'agitation sera telle que des collisions entre les noyaux d'azote deviendront possibles, ce qui pourrait conduire à leur fusion. Et comme ces fusions libèrent de l'énergie, cette dernière pourrait théoriquement se propager à d'autres noyaux d'azote et lancer la tant crainte réaction en chaîne. But this time, the chain reaction doesn't stop. It would ignite the atmosphere. When we detonate an atomic device, we might start a chain reaction that destroys the world. Mais alors, comment être sûr qu'on ne va pas faire la plus grande erreur de l'histoire de l'humanité ? Faudrait se pencher réellement sur la question. Faudrait prouver par des calculs que non, l'atmosphère ne peut pas s'embraser. Et ça, 3 physiciens, dont un certain Edward Teller, l'ont fait. Ils ont écrit un papier qui sera déclassifié dans les années 70, où ils font ces maths de l'apocalypse. Mais avant qu'on commence à se pencher sur ce papier, faut que je vous parle de ceux qui tout simplement rendent cette vidéo possible. NordVPN. Personnellement, ça fait 4 ans que j'utilise leur service, donc je suis inconvaincu. Par exemple, je m'en sers pour changer ma loc, je me mets au Japon, et là, comme par magie, sur Netflix, j'ai la saison 4 de Dr Stone. D'ailleurs, on en parlera un jour parce que je trouve ça vraiment trop fort. Et même, bien que j'ai que Netflix, je peux aussi suivre les sorties de Jujutsu Kaisen en ce moment. Mais c'est pas fini. Avec NordVPN, ton activité est chiffrée pour plus de confidentialité, tu peux en profiter sur 10 appareils en simultané, et bonus, t'as la fonction protection anti-menace qui bloque des pubs, les trackers et les sites malveillants.
Pour en profiter, passe par mon lien en description, puisqu'avec tu auras 4 mois supplémentaires offerts sur l'abonnement de 2 ans, et si ça te plaît pas, tu es remboursé sous 30 jours. Je te laisse consulter ça, et nous on peut en revenir à ce mystérieux document déclassifié dans les années 70. Puisque ce papier, qu'une vidéo YouTube m'a aidé à comprendre, je vais vous simplifier son contenu. Ce qui est étudié dedans, c'est donc la fusion des noyaux d'azote en magnésium, comme on le voit bien ici. Sauf que nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas l'énergie d'une simple fusion, c'est celle de toutes les fusions qu'on va potentiellement provoquer dans la zone de notre explosion. Donc la question à répondre pour savoir si une réaction thermonucléaire va se propager, c'est de savoir si dans une région donnée, l'énergie produite par la fusion nucléaire va oui ou non dépasser l'énergie qui s'y dissipe. On doit comparer ces deux valeurs pour s'assurer que la première ne dépasse pas la seconde. Et bonne nouvelle, l'énergie produite par la réaction, on peut l'estimer. On sait qu'elle dépend de la densité d'atomes d'azote dans l'atmosphère, qu'on connaît, de l'énergie libérée par chaque réaction, qu'on connaît, et de la probabilité que 2 atomes d'azote fusionnent, qu'on ne connaît pas, mais qu'en bon scientifique prudent, on va estimer avec le pire scénario, supposer que chaque collision entraînerait une fusion. Enfin, avec ça, on peut tracer cette courbe qui nous montre l'énergie libérée par noyau et par seconde en fonction de la température dans la zone cible. Une courbe qu'on doit maintenant comparer à l'énergie qui se perd pendant que la réaction progresse. Et là je vous passe les détails, mais l'énergie se dissipe notamment sous forme de rayonnement. En fait, les électrons accélérés dans le champ électrique des noyaux, ils émettent des rayonnements qu'on appelle rayonnements de freinage. Cette émission emporte donc de l'énergie hors du système et participe ainsi au refroidissement de notre zone cible. Ainsi, en se basant sur ce mécanisme de perte d'énergie par rayonnement, les physiciens ont pu tracer cette deuxième courbe, celle qui donne l'énergie perdue en fonction de la température. Donc oui, ce qu'on voit ici, c'est qu'en théorie, pour une température donnée, l'énergie produite reste bien inférieure à l'énergie perdue. La réaction ne peut donc théoriquement pas être auto-entretenue et se propager à l'ensemble du globe. Ouf. Mais malgré tout, quand on se rapproche des très hautes températures, la marge de sécurité demeure assez faible a priori, donc faudrait pas qu'on se soit trompé. Alors oui, mais déjà là, on parle d'énergie équivalente à des températures vraiment extrêmes, donc des chiffres qu'on atteindra et surtout qu'on ne maintiendra de toute façon pas dans un gros volume d'atmosphère. Et je vous rappelle que pour construire ces courbes, on avait pris le pire scénario. Donc effectivement... The chances of an uncontrolled nuclear reaction are near zero. Near zero. Oh, this is good news. Après, pour en finir sur cette histoire, on voit dans le film qu'il parle d'une probabilité proche de zéro. Or, on l'a vu dans le papier, la conclusion c'est que ça n'arrivera pas que ça a X% de chances d'arriver. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas de manière de quantifier ça précisément, donc cette interprétation, c'est seulement du sensationnalisme pour le film. Ou alors ça peut venir de réinterprétations populaires comme celle de cet article qui parlait de 3 chances sur 1 million que ça arrive. Enfin, la vérité, c'est qu'on n'a pas pris le sujet à la légère, mais que c'était bien rationnellement très invraisemblable. Maintenant, ce qui est assez fascinant au final, c'est que cette question, l'humanité ait eu à se la poser. Et c'est d'ailleurs pour son côté assez fou que cette thématique d'embrasement de l'atmosphère est très centrale dans le film de Christopher Nolan. C'est parce que, comme on l'a dit, une des motivations de Nolan pour ce film, c'était de refaire la scène de ce moment précis. Celui où t'as tous les scientifiques du projet qui sont juste là, devant un simple bouton qui, quand on va le presser, inaugurera le début d'une arme pouvant anéantir toute l'humanité. Comme il le dit lui-même, c'est ce moment précis, le climax de son film. And yet they went ahead and pushed that button. But ultimately, I just thought, what a dramatic moment. I mean, what an incredible thing for them to have done. And what would it be like to take the audience there? What would it be like to be there? Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice. Malgré tout, le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, bien qu'une lumière blanche d'une rare intensité perce la nuit, l'atmosphère est intacte. Ce n'est pas la fin du monde tel qu'on aurait pu l'imaginer. Avec cet essai, Oppenheimer vient donc de réussir son pari. Mais à quel prix ? Car oui, bien vite, il va le sentir. Avec ce qu'on vient de faire, l'humanité a clairement franchi une limite. Et à ce stade, ce n'est plus qu'une simple avancée scientifique, c'est autre chose. And now I am become death, destroyer of worlds. Si t'as bien regardé Oppenheimer, ça t'a pas échappé qu'il y a des scènes en noir et blanc et d'autres en couleur. Et ça, c'est normal, parce que ce biopic, il est en réalité composé de 2 films. 2 récits parallèles ayant chacun sa propre colorimétrie et son propre point de vue sur toute cette histoire.
La première histoire, racontée en couleur et intitulée Fission, c'est celle qu'on a détaillée jusqu'ici. Elle est censée raconter la vision subjective de toute cette histoire par Oppenheimer. Ses études en Europe, son ascension à Berkeley, le projet Manhattan, pour finir par son audience de sécurité en 1954. Enfin, quand Nolan utilise la couleur, il veut montrer l'effervescence scientifique de tout ce projet perçu par Robert Oppenheimer. Alors que la deuxième histoire, racontée elle en noir et blanc, celle qui s'intitule Fusion, elle se veut plus retranscrire la réalité extérieure, ou plutôt la version reconstituée par le pouvoir, plus froide, avec des dialogues plus politiques. C'est un peu la version de l'histoire de cet autre personnage, Lewis Strauss, un homme qu'on comprend hostile à Oppenheimer, car comme on va le voir, il a d'autres intérêts que lui. Et vous aurez remarqué que ma vidéo suit exactement cette même structure. Ce qu'on vient de raconter, c'était la partie fission, Los Alamos et la théorie, et ce qui arrive donc maintenant, c'est la fusion, les conséquences et surtout l'escalade. Parce que oui, tout le propos du film est là-dedans. Si l'atmosphère ne s'est pas embrasée physiquement, elle l'a été métaphoriquement. Après Hiroshima et Nagasaki, Oppenheimer devient le père de la bombe atomique, un héros national qui apparaît dans une version colorée en couverture du Time Magazine. Fin 1946, il est alors nommé à l'AEC, l'Atomic Energy Commission, un nouvel organisme créé pour superviser toute la politique nucléaire américaine, nucléaire comme civile. Et parmi les 5 commissaires fondateurs de l'AEC, on retrouve un certain Lewis Strauss. Au début, on ne peut pas dire qu'Oppenheimer et lui sont ennemis, ils sont juste très différents de par leur parcours et leur tempérament. Oppenheimer défend la science au service de la connaissance, alors que Strauss, lui, voit tout sous l'angle politique et sécurité nationale. Enfin, je vais pas m'étendre sur l'histoire de leur rivalité comme le film, mais pour aller à l'essentiel, ce qui va vraiment causer la rupture entre ces deux hommes, c'est leur divergence sur un sujet précis. Un sujet qui va nous ramener au personnage d'Edward Teller. Instead of uranium or plutonium, we use hydrogen. Heavy hydrogen, deuterium. You see, we compact the atoms together under great pressure to induce a fusion reaction. Then we'll get not kilotons. Oui, dès l'aube du projet Manhattan, Taylor entrevoit déjà la possibilité d'utiliser la fusion plutôt que la fission pour faire une bombe. Et ça semble assez logique, parce que quand on regarde cette courbe des énergies de liaison, on réalise bien que la fusion des petits atomes libère encore plus d'énergie que la fission des gros. Sauf que Taylor, il est bien gentil, mais pendant le projet Manhattan, So how do you generate enough force to fuse hydrogen atoms? A small fission bomb. En effet, dès les premiers designs de Taylor, on a déjà cette idée que la bombe H devra être amorcée par une bombe A. Plus spécifiquement, on aurait une petite bombe à implosion comme Fatman, servant à fournir localement les conditions extrêmes de pression et température nécessaires à la fusion dans un autre compartiment. Un secondaire où le but serait alors de faire fusionner des petits atomes de type deutérium et tritium pour lancer une explosion thermonucléaire 1000 fois plus destructrice que celle qu'on aurait eue avec une simple bombe A. Sauf que pour l'instant, la Classical Super, ce premier design de Taylor, il ne fonctionne pas. La réaction ne s'y propagerait pas comme prévu et elle s'éteindrait rapidement. Et même, au-delà de la technique, là on est juste après la guerre. Donc bien que cette technologie semble pleine de promesses, l'idée même de la développer, cette arme, elle questionne énormément. Parce que si on a créé la bombe A de base, c'était pour arrêter toutes les guerres. Hiroshima et Nagasaki, c'était censé être les premières et dernières bombes qu'on fabriquait. Donc la bombe H, certains s'y opposent catégoriquement, notamment Robert Oppenheimer. Jim tells me you're concerned about an arms race with the Soviets. Yes, Oui, lui, ce qu'il craint, c'est l'escalade, le fait de remettre une pièce dans la machine qu'il a un peu initiée. Then how would you have Truman reassure the American people? simply by limiting the spread of atomic weapons through international control on nuclear energy. By which you mean world government. The United Nations has Roosevelt intended. Ce que fait donc Robert Oppenheimer, c'est plutôt inciter à la coopération internationale, cesser de développer ses armes et se mettre d'accord sur leur régulation à l'échelle mondiale. Donc au final, ce qu'on fait un peu aujourd'hui avec le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Enfin, Oppenheimer est contre la bombe H donc, mais en revanche, Lewis Strauss ou même Edward Teller, eux, font bien partie de ceux qui y sont clairement favorables. Surtout qu'entre-temps... The Russians have a bomb. We're supposed to be years ahead of them, but
Oui, les Russes ont développé un modèle d'implosion au plutonium similaire à celui qu'on avait à Los Alamos. La crainte des pro-bombes H, c'est donc qu'ils enchaînent avec cette technologie plus puissante avant les États-Unis. D'autant qu'on est dans un contexte de guerre froide, donc même si c'est pas la guerre, faut rester en avance. Voilà pourquoi, sans surprise, les Américains décident de faire la bombe H. Et là, forcément, celui qui sera missionné pour le projet, celui qui va retourner à Los Alamos en 1950, c'est Edward Teller. Parce que comme c'est montré dans le film, même pendant le projet Manhattan, il préférait déjà travailler sur la fusion. Pour autant, comme on l'a dit, bien qu'il était proche du but, le design sur lequel il est bloqué de 1945 à 1950 ne fonctionne tout simplement pas. As I said, Teller's designs are still as impractical as they were during the war. Et c'est là qu'entre en scène un certain Stanisław Ulam, un mathématicien polonais qui en 1950 fait des calculs pour prouver que le design de Teller, tel quel c'est mort, ça marchera pas. Mais il ne fait pas que ça. Ce même Ulam est aussi force de proposition. Il travaillera donc avec Teller et ensemble, ils arriveront à ce design final. On a donc l'étage de la fission en haut, le primaire, et l'étage de la fusion en bas, le secondaire, tous deux séparés par une mousse de polystyrène qui bien vite dans l'explosion deviendra un plasma. Ce qui se passe en fait, c'est que la détonation commence donc par une bombe à implosion, on comprime donc avec des explosifs une sphère de plutonium en mode supercritique, ce qui démarre la réaction de fission. Puis à partir de là, le primaire libère des rayons X qui sont alors réfléchis et atteignent le secondaire. Notez d'ailleurs bien que ces rayons X sont encore plus rapides que l'onde de choc pour atteindre le secondaire. Bref, à ce stade, le secondaire est comprimé et porté à très haute température, ainsi les réactions de fusion commencent à s'y produire, ces réactions de fusion en appellent d'autres, et elles produisent même un flux neutronique qui cause des fissions sur les parois du cylindre faites en uranium. Enfin, on a une boucle fusion-fission qui crée toujours plus d'énergie, jusqu'à une explosion cataclysmique, tout ça en quelques microsecondes. De l'ordre de 550 nanosecondes pour la réaction de fission, et 50 nanosecondes pour celle de fusion. Voilà ce qu'était le design Teller-Ulam, un dispositif testé pour la première fois le 1er novembre 1952, nom de code Ivy Mike, puissance 10,4 mégatonnes, presque 1000 fois plus que celle larguée sur Hiroshima. Et non, ce jour-là l'atmosphère ne s'est toujours pas embrasée physiquement, mais en revanche, l'autre embrasement dont on parlait n'a quant à lui jamais été aussi palpable. Et avec tout ça, on voit ce qui se dessine, ceux qui étaient contre la bombe H doivent être mis de côté. Or Strauss faisait partie de ceux qui voulaient décrédibiliser Oppenheimer pour lui retirer son influence sur les questions liées au nucléaire. We need a systematic destruction of Oppenheimer's credibility so he can never again speak on matters of national security. C'est donc dans ce contexte que sont lancées les auditions d'Oppenheimer en 1954, un contexte de développement de la bombe H et de guerre froide où on fait un peu la chasse aux communistes. D'ailleurs dans le film, ces auditions prennent de la place, on y voit s'enchaîner beaucoup de personnes ayant travaillé à Los Alamos pour témoigner, avec des semaines d'interrogatoires, des témoignages contradictoires, enfin une audience de sécurité à l'issue de laquelle la loyauté d'Oppenheimer envers son pays n'est pas remise en cause, mais où les allégations qui lui étaient portées seront considérées comme vraies. In the light of your continuing associations and disregard for the security apparatus of this country, together with your somewhat disturbing conduct on the hydrogen bomb program, we have voted 2-1 to deny the renewal of your security clearance. Et durant ces auditions, une des personnes de Los Alamos qui témoignera le plus en la défaveur d'Oppenheimer, ce fut un certain Edward Teller. Oui, je vous avais dit qu'il avait un rôle important dans notre histoire. Le message du biopic, il est simple au final. Le film s'ouvre avec Oppenheimer qui questionne Einstein sur la probabilité de brûler l'atmosphère avec une question qui se veut théorique, et ce même film se termine avec cette scène. When I came to you with those calculations, we thought we might start a chain reaction that would destroy the entire world. I remember it well. I believe we did. Oui, depuis le départ, la question qu'on s'est posée n'était pas tant scientifique. Il ne s'agissait pas tant de faire des calculs pour voir si on franchissait une limite dangereuse pour l'espèce humaine. Il suffisait de prendre du recul sur la situation pour voir que oui, on était bien en train de le faire. Maintenant, pour en finir avec Oppenheimer, suite à son audience de 1954, c'est avec cette photo qu'il fait cette fois-ci la couverture du Time Magazine. Une photo plus terne, plus grise, et au final plus lucide sur ce que devait inévitablement représenter cet homme pour l'histoire, celui qui tel Prométhée aura donné le feu aux hommes.
De quoi se demander ce que, au fond de lui, après tout ça, ce même Oppenheimer pensait vraiment de toute cette situation. Et je trouve que Nolan le retranscrit assez justement dans cette interview. Everything he said post-1945, he was a very eloquent man, is incredibly careful. He never apologized for the bombings of Japan. He never expressed individual shame about his role in it or anything like that. But all of his actions and policy decisions or attempts to influence policy post-1945 are those of a deeply guilty man, very aware of the consequences of his actions. And it's that contradiction that I find really fascinating. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire et à la liker si c'est le cas. Et maintenant, pour profiter de l'offre de NordVPN, passe par mon lien en description, ça t'offrira 4 mois supplémentaires sur l'abonnement de 2 ans, et si jamais c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours. Encore un grand merci à NordVPN de rendre cette vidéo possible tout simplement. Sur ce, je retourne au charbon pour vous préparer la suite, et on se dit à dans un mois.